Bonsoir, merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir pour la rentrée des débats de l'INHA. Je suis Anne-Gaëlle Plumegeot et je reprends la programmation de ce cycle dans les pas de Lucie Grandjean, qui était en charge du développement culturel à l'INHA jusqu'à juillet dernier et qui nous a quittés pour partir enseigner à l'Institut catholique de Paris. C'est elle qui avait initié ce cycle et c'est avec elle que nous avions imaginé ensemble un grand nombre de séances. Je la remercie et je remercie l'INHA et sa direction et particulièrement Anne-Solène Roland, notre nouvelle directrice générale, pour leur confiance. Pour rappel, ce cycle, qui a débuté en mars 2024, remet en perspective les enjeux sociétaux contemporains au prisme de l'histoire de l'art. C'est un vrai rendez-vous qui a lieu chaque dernier jeudi du mois, où l'on invite des historiennes et historiens de l'art, des universitaires, des conservateurs, des conservatrices, des chercheurs et chercheuses indépendantes, des critiques, à débattre selon des sujets choisis en écho à l'actualité la plus récente. C'est un cycle très important pour l'INHA, car il permet vraiment de montrer que l'histoire de l'art n'est pas une discipline hors du temps, décorrélée des problématiques de société. Et justement, on a voulu s'adosser à un média, le journal Libération, spécialiste des grandes questions d'actualité et de société, particulièrement attentif aux crises qui traversent le monde de l'art et de la culture, et qui vient donner un ancrage très contemporain au cycle. Et parce qu'ils sont sensibles au bruit du monde et aptes à capter le pouls du temps présent, ce sont les journalistes de la rubrique Culture du journal qui animent et modèrent chaque séance, et je les remercie. Ce soir, c'est Sonia Faure, chef du service culture de Libération, qui animera la séance. Donc on a jusqu'ici traité de grands sujets qui nous animent, nous inquiètent, nous questionnent, comme l'intelligence artificielle, la crise écologique, les restitutions, les liens entre institutions culturelles et collectifs indépendants, la notion de préférence nationale, la question de l'enseignement de l'histoire de l'art en école d'art, ou encore la censure ou la représentation du travail. Ces sujets sont venus confirmer que l'histoire de l'art en tant que discipline peut contribuer à faire comprendre autrement les défis de la société actuelle. Et ces grandes questions peuvent être abordées justement par le biais des images et des représentations. En l'occurrence, ce soir, on se demandera avec nos invités si la mode peut être appréhendée au prisme de l'histoire de l'art. Alors en effet, certaines questions se posent ici avec d'autant plus d'intérêt, celle de l'historicité de la mode, de la manière dont elle est exposée, la question du statut qu'occupe le vêtement à la fois au sein du musée et comme sujet de recherche. Donc on s'interrogera sur la manière d'appréhender aujourd'hui cet objet hybride à la fois produit du marché et du luxe, objet patrimonial et sujet d'étude pour la culture matérielle et l'histoire de l'art. C'est toutes ces questions-là et bien d'autres encore qu'on vous propose d'aborder ce soir. Alors on l'a vu, l'actualité autour de la mode au musée a rarement été aussi riche, avec entre autres des expositions qui se sont terminées récemment, comme Louvre Couture au musée du Louvre, Wörth inventer la haute couture au Petit Palais. Je suis contente que Marine Kiziel ait pu venir ce soir. Ou encore s'habiller en artiste, l'artiste et le vêtement au Louvre-Lens, et d'autres expositions qui s'ouvrent dans quelques jours comme Virgil Abloh, The Code au Grand Palais. Et en parallèle, cette nomination retentissante qui a fait grand bruit dans le monde de l'art et de la mode, celle d'Émilie Amen, directrice de la première chaire de recherche en mode dans l'université française à la direction du Palais Galliera, et qu'on est ravis de recevoir ce soir en conversation avec Manuel Charpy. Manuel Charpy qui vient de faire paraître un numéro spécial de la revue Mode Pratique, La mode aux trousses, les chroniques de mode de Farid Chenoun, paru dans Libération entre 1982 et 1995, et que je remercie également d'avoir accepté de participer à ce débat. Vous serez tous les deux présentés plus longuement par Sonia, à qui je laisse désormais la parole. Je vous précise juste qu'un temps de questions et d'échanges est prévu à la fin du débat. Je vous souhaite une très bonne séance. Merci beaucoup Anne-Gaëlle. Moi aussi je suis ravie d'être avec vous deux et avec vous tous et vous toutes pour discuter de mode, de vêtements et de musée et de recherche aussi ce soir. Alors comme l'a dit Anne-Gaëlle, on va garder au moins 30 minutes de questions-réponses, de discussion et d'échange avec la salle. Alors tu l'as dit Anne-Gaëlle, difficile de passer à côté aujourd'hui, la mode est partout dans les musées parisiens. Tu as parlé du Louvre, du Grand et du Petit Palais. On pourrait aussi ajouter les musées dits de société,
comme le musée de l'Homme avec l'exposition, la récente exposition Wax, ou Au fil de l'or au musée du Quai Branly. La mode inspire donc de nombreuses expositions à Paris, mais pas seulement à Paris, en France évidemment, et puis aussi en Europe. Hein. On n'est évidemment pas les seuls à faire ça. Depuis longtemps, le Victoria Albert Museum se consacre à la mode. Là, vient d'ouvrir l'exposition sur le style de Marie-Antoinette, qui finira en mars 2026. À Anvers, il y a une exposition sur les 6 d'Anvers, donc les grands créateurs dont Dries Van Noten. Et puis vient d'ouvrir aussi, évidemment, à Milan, à la Pinacothèque de Brera, l'exposition où les créations d'Armani côtoient des œuvres de la Renaissance. Alors, même l'INHA n'est pas en reste, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais déjà le thème du Festival de l'Histoire de l'Art qui aura lieu les 5, 6 et 7 juin prochains à Fontainebleau, donc organisé par l'INHA en partenariat avec le château de Fontainebleau, sera consacré à la mode, avec comme pays invité le Maroc. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ce succès, en explorant aussi bien les raisons économiques, bien sûr, les raisons d'audience, de public, mais aussi le changement visiblement profond et assez passionnant à étudier dans la manière de considérer le vêtement, la mode, que ce soit dans l'institution muséale ou dans la recherche. On confrontera aussi les différentes manières d'exposer la mode, de parler des tendances ou des vêtements. Quand est-ce qu'on peut tomber, peut-être pas forcément, c'est pas forcément un mal d'ailleurs, mais dans la glorification de tel créateur ou telle marque, quand on aborde au contraire la mode comme un art et les vêtements comme des chefs-d'œuvre, ou encore le vêtement comme un artefact social, comme un objet d'histoire, de mémoire, enfin toutes ces pistes avec lesquelles peuvent travailler les performances ou les expositions. Alors Montaigne, ça je l'ai vu dans un de vos articles, parlait du vêtement comme le corps du corps. Je trouve assez belle cette expression, et effectivement on va voir si c'est possible de montrer cette vérité-là, le corps du corps, avec tout ce que ça a de charnel et de spirituel dans une performance ou dans une exposition. Alors Émilie Amen, vous venez donc d'être nommée, Anne-Gaëlle l'a dit, en juillet dernier à la direction du Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris. Vous êtes docteur en histoire de l'art, vous avez consacré vos recherches à la place de la mode dans le contexte des avant-gardes historiques. Vous avez écrit notamment L'idée de mode, une nouvelle d'histoire aux éditions B42. Dans ce livre, vous analysez comment la mode s'est émancipée pour devenir une discipline à part entière, et vous l'analysez à travers l'histoire des idées. C'est aussi ce qui est intéressant. Vous analysez notamment qui parle de mode, qui détient le pouvoir d'énonciation sur les vêtements, du tailleur au créateur, au critique, et comment tout ça a évolué. Manuel Charpy, vous êtes directeur du laboratoire de recherche INVISU, CNRS INHA, donc vous êtes un peu dans vos murs, ici, spécialisé dans l'histoire de la culture matérielle et de la culture visuelle. Vous êtes normalien, agrégé d'art appliqué et docteur en histoire contemporaine. Vous avez travaillé sur l'histoire sociale des images, de la publicité, du vêtement et de la mode, bien sûr, et aussi bien dans l'histoire du commerce et de la consommation des vêtements de mode, mais aussi l'histoire du vêtement en situation coloniale. Donc on voit aussi les différents pans que ça peut ouvrir en recherche. Et vous avez créé en 2015 avec Patrice Verdière la revue Mode Pratique, dont on a des exemplaires ici. Là, c'est le dernier numéro. Vous en êtes le rédacteur en chef. Vous êtes co-rédacteur en chef. Alors bon anniversaire, parce que la revue a 10 ans. On en est au numéro 6. Le thème, c'est « Et la main ». Et la main comme les petites mains évidemment de la mode, mais et la main comme la main qu'on peut ganter aussi. Enfin, il y a évidemment différents thèmes. En avril 2023, vous aviez c'était sur les nuits. Les nuits. Alors les nuits, c'est à la fois comment on s'habille quand on va faire du clubbing, mais aussi les pyjamas. On avait ça aussi, l'angle est assez large. Et ce qui est intéressant dans cette revue, c'est qu'elle réunit vraiment différentes disciplines de recherche, donc des auteurs et des autrices, historiens, historiennes, sociologues, anthropologues, et aussi, hors du monde universitaire, des acteurs de la mode et du vêtement, ça c'est assez rare finalement, dans les revues universitaires. Alors, on va commencer, mais juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais vous demander très rapidement à tous les deux comment vous, chacun dans votre discipline ou dans votre institution, vous abordez l'objet mode, et peut-être ce qui vous a fait venir, vous, à consacrer une grosse partie de votre vie professionnelle aux vêtements, à la mode. C'est quoi le fil qui vous y a amené?
Justement le fil, je pense que pour moi c'était toujours la matérialité et la technique du vêtement, depuis les costumes que j'ai réalisés pour mes Barbies jusqu'à mes projets de diplôme à Duperré et dans mon enseignement supérieur, mais toujours avec ce regard peut-être historique néanmoins qui m'a toujours intéressée, auquel j'ai voulu consacrer quelques années d'études. Donc voilà, cette articulation entre l'objet, comment il est fabriqué et comment il s'ancre dans l'histoire. Et vous, Manuel Charpie? Non, alors moi c'est vraiment pas une histoire personnelle longue et voilà. Tout petit déjà. Non, régulièrement, je me demande comment je me suis retrouvé là, mais alors je pense que, désolé de dire ça ici, je pense que c'est en partie pour fuir l'histoire de l'art, pour commencer. Non, c'est-à-dire aller vers un objet qui mobilise de l'esthétique, mais qui soit évidemment plongé dans le monde social, voilà, dans des réalités sociales. Et puis, je crois que ce qui s'est passé avec la revue, et c'est en partie la revue aussi qui fait que j'ai travaillé sur ça, c'était le fait qu'il y a un collectif, mais aussi qu'on trouve un lectorat qui n'était pas exactement le même que le lectorat des revues académiques. Et pour le dire, voilà, ça m'a donné l'impression qu'on pouvait faire de l'anthropologie, de l'histoire sociale, de l'histoire économique, de façon séduisante et en s'adressant à un plus large public, quoi. Donc c'est plutôt des échappées, en gros. C'est joli aussi. Émilie Amen, vous pouvez nous dresser une rapide cartographie des institutions où on montre la mode, où on expose le vêtement à Paris et nous dresser rapidement une évolution, justement, ce qui a changé ces dernières années. Oui, alors ces dernières années, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu une multiplication. En tout cas, pendant très longtemps, il y avait peu d'endroits avec des collections de vêtements, des collections de mode. Pendant assez longtemps, il y avait donc le département mode et textile du musée des arts décoratifs et donc le Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris. 77, hein, l'ouverture. C'est ça, bientôt 50 ans. Et voilà, une histoire un peu plus longue au sein de ce qui était l'Union centrale des arts décoratifs qui avait exposé le vêtement dès le 19e siècle. Mais voilà, pendant assez longtemps, on était entre ces deux pôles. Au cours des à peine 5 dernières années, je dirais, on a vu d'autres lieux se créer. On peut penser à la Fondation Azzin Alaya, qui est donc à la fois un lieu assez singulier parce que c'est un lieu qui garde la mémoire et les collections de ce couturier tout à fait intéressant pour le XXe siècle, mais qui est un couturier qui, parfois en catimini, avait très largement collectionné la mode et de manière assez pionnière, à un moment où en gros, personne s'y intéressait. Donc c'est un fonds tout à fait extraordinaire dont, voilà, qui a encore pas mal de mystères à révéler. On peut y ajouter bien sûr le musée Yves Saint Laurent qui a une trajectoire aussi tout à fait singulière. C'était un lieu qui a été très habité par cette mode parce que c'était l'endroit où Yves Saint Laurent, Pierre Berger et leurs équipes concevaient et bien souvent donc produisaient et montraient leur collection de haute couture. Donc ça c'est pas très loin du Palais Galliera, dans le 16e arrondissement, et un peu plus récemment, on a aussi la Galerie Dior, qui est un petit peu similaire, est un lieu dans lequel, pendant encore, voilà, assez récemment encore, étaient fabriqués ces vêtements, et qui vise à raconter l'histoire assez complexe, au vu du nombre de directeurs artistiques qui se sont succédés dans cette maison. Donc voilà, on a aujourd'hui une vraie diversité, avec des acteurs publics, privés, à différentes échelles, l'échelle municipale, l'échelle nationale. Donc voilà, c'est en quelques mots les endroits où on a des collections de vêtements et une programmation, sauf pour le musée Saint-Laurent là, qui est fermé actuellement pour travaux. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vêtements ailleurs. Moi, ce qui m'a intéressé ces dernières années, c'était aussi de voir que finalement, les musées ethnographiques, donc aujourd'hui, ce qui est le MUSEM, donc là, je fais un détour par Marseille, mais il y a des collections de vêtements qui sont en réalité bien plus anciennes. Enfin, l'intérêt pour comment les gens s'habillent et qu'est-ce que ça veut dire, ça émerge en réalité d'abord par ce prisme ethnographique. Donc voilà, ce qui était le musée de l'homme, le MNATP, etc. Ça aussi, c'est un vivier assez intéressant. Voilà, je vous épargne aussi d'autres musées, mais il y a aussi des très belles collections en province, à Arles, à Brest, etc. Mais bon, restons sur le sujet peut-être parisien. En tout cas, voilà les différents acteurs, ces 5 acteurs qui, jusqu'à il y a peu de temps, étaient en fait que 2.
Oui, c'est vraiment une inflation importante. Et alors en plus, pour couronner le tout, il y a aussi les musées des Beaux-Arts, les musées qui n'ont pas forcément de collection. D'ailleurs, on reviendra sur le Louvre, qui a fait la Louvre Couture, mais sans avoir ou quasiment pas de vêtements, d'habits dans sa collection. Il y a aussi tous ces musées qui s'intéressent maintenant à l'objet mode. Oui, ça aussi, je pense que c'est un phénomène relativement récent. Il y a bien sûr des précédents. Et, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais effectivement, ce modèle d'un dialogue entre les beaux-arts et l'art mineur, et je le dis avec un peu d'ironie, que constitue la création de vêtements, c'est quelque chose qui a trouvé une résonance dans notre période contemporaine pour différentes raisons sur lesquelles je pense qu'on va revenir. Oui, vous aussi, vous avez remarqué évidemment vous l'avez remarqué, l'intérêt des musées plus classiques, musées des Beaux-Arts ou effectivement musées de société, même si c'est effectivement dans une perspective toute différente, qui développe, qui multiplie aussi les expositions mode. Oui, c'est dur d'y échapper. Avec même un petit effet de saturation, je ne sais pas, voilà. Bon, après la bascule, il y a une évidence, hein, c'est quand même que tu parlais d'acteurs privés, d'acteurs publics, autant y aller tout de suite, comme ça c'est dit, mais c'est fait. Mais une évidence, c'est bien sûr que là, le musée sert aussi de sorte de machine de patrimonialisation, de légitimation, de publicité pour des maisons de couture. Donc là, on voit que voilà, les maisons de couture se sont emparées des musées comme un des outils de communication. Et qu'il faut composer avec ça, enfin, en tout cas voilà, et puis qu'ils ont évidemment, mais tout le monde le sait, c'est des évidences, mais qu'ils ont une telle force de frappe financière par rapport à des musées qui sont, comme vous le savez pas, dans des positions toujours comment dire, très consolidées. Voilà, il y a un effet manifeste avec, oui, toutes les questions que ça peut poser quand même de penser des expositions qui sont, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, mais hagiographiques, ou en tout cas qui sont quand même des machines promotionnelles aussi. Pas uniquement, hein, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses passionnantes dans ces expositions-là, mais on sent que c'est pris dans quelque chose de plus grand. Voilà, on va dire ça. Alors déjà, ce que je remarquais aussi en regardant un peu les expositions récentes et tout ça, c'est aussi la différence entre les expositions organisées au sein des musées. Alors évidemment à Galliera c'est totalement différent puisque c'est la raison d'être, mais dans les musées dont c'est pas forcément l'objet, la différence entre des expositions quand même organisées par des commissaires d'exposition, bon ça tout le temps, au sein d'un musée, et puis les locations d'espace aussi, alors qui sont totalement différentes bien sûr, notamment au Grand Palais, où là c'est des expositions organisées soit par des agences, soit par... Et ça, je pense, moi, qui ne suis pas totalement dans le milieu, que c'est assez, parfois ça peut prêter à confusion, que je ne suis pas sûre que tous les gens qui rentrent au Grand Palais voir Virgil Abloh, par exemple, moi j'ai regardé sur le site la manière dont c'est précisé, alors c'est précisé, hein, c'est pas, on peut lire sur le site le Virgil Abloh Archive, TM, en partenariat avec Nike, présente Virgil Abloh The Codes, bon, hein, au Grand Palais. Cette exposition est organisée avec le soutien de la fondation Virgil Abloh et de Nike. Bon, c'est à la fois clair et en même temps c'est le soutien. Alors est-ce que c'est eux qui organisent, est-ce que le Grand Palais, voilà. Il y a quand même une petite confusion, je trouve, non? Enfin, en tout cas, peut-être dans la réception, pas forcément dans la volonté du Grand Palais. Quand on passe la porte du Grand Palais, après on est dans le cadre du Grand Palais, on est dans un monument, on va voir une exposition. Enfin, mais c'est vrai aussi, encore une fois, c'est pas du tout pour comment dire. Il n'y a pas. C'est juste pour y réfléchir, mais il y a aussi des musées, parce que structurellement ils sont construits comme ça, comme le musée des Arts Déco, qui doivent financer leurs expositions. Et donc c'est pas de la location d'espace, mais quand on doit financer une expo sur un couturier financé par la maison, ça crée des effets quand même pas très loin. Donc non, ça je pense que c'est une vraie... Enfin, c'est une réalité quand même, y compris dans la recherche. Voilà, pour dire que c'est pas qu'un problème des musées. Une vraie question dans la recherche aussi. On est pour notre pratique, les autrices et auteurs sont sollicités pour écrire parfois pour des maisons. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 30 fois mieux payé que quand on écrit pour Libé. Donc non, mais ça crée quand même des questionnements, ça crée des voilà. Et évidemment l'écriture. Voilà,
je suis partagé, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un appétit d'histoire, de pensée critique, etc. Et en même temps on voit bien que ce tango peut être un peu compliqué. Mais voilà, mais je pense que il y a la recherche, les musées, les maisons de couture, et réfléchir à comment on articule et on navigue au milieu de tout ça. Pour revenir peut-être justement sur une mise en perspective historique de ce qu'on constate aujourd'hui de manière peut-être encore plus forte, sans doute avec l'amplification médiatique qui est la nôtre aujourd'hui. Je voudrais aussi rappeler que, voilà, je disais, pendant très longtemps à Paris, il n'y avait que ces deux musées, Palais Galliera et le département mode et textile du musée des arts décoratifs. Mais j'aimerais bien rendre, alors peut-être pas aux marques elles-mêmes, mais en tout cas aux acteurs en fait, s'il n'y avait pas eu les couturiers, s'il n'y avait pas eu les costumiers, s'il n'y avait pas eu les gens de l'industrie qui se disaient, en fait, nous aussi, peut-être qu'on pourrait avoir une connaissance historique sur nos métiers, il n'y aurait pas eu les premières expositions de costumes historiques, celle qui a lieu au début des années 1870, ce qui est l'Union centrale, ce sont des industriels en fait qui la pensent, ce sont des collectionneurs privés. De même, le Palais Galliera est l'héritier de la Société d'histoire du costume, fondée par des peintres, des artisans, des personnes du métier aussi. Et je trouve que c'est ce qui me fascine aussi avec l'histoire de la mode, c'est que ça a été pendant tellement longtemps un sujet d'intérêt tellement secondaire, si ce n'est très très minoritaire. En fait, c'est les gens du métier qui s'en sont emparés. Alors avec tous les biais et tous les défauts que ça pose, c'est-à-dire que bien sûr, quand on écrit sa propre histoire, quand on le fait avec cette idée que l'on veut inspirer nos contemporains, que l'on veut promouvoir aussi une industrie, et le contexte du Grand Palais nous le rappelle, c'est aussi ces grands moments d'exposition industrielle qui sont des hauts lieux de compétition commerciale mondialisée. En fait, c'est là que naît aussi cette histoire de la mode, c'est là que naissent les premières initiatives de mise en exposition du vêtement. Et voilà, de la même manière qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, mince, les rayonnages des librairies sont remplis au mieux de coffee table books ou de biographies, de monographies de créateurs, mais en fait, c'est ça aussi le démarrage de l'histoire. Et je me dis, là, on est à un moment assez fascinant, c'est qu'on peut aussi questionner ça. Alors voilà, en effet, il faut trouver les outils, il faut trouver les dispositifs, réussir à faire se questionner le public qui rentre au Grand Palais en se disant dans quel type de lieu je rentre. Et ça d'ailleurs c'est aussi à la presse de le faire quand elle écrit des articles sur les expositions. Hein. Oui, voilà. Mais donc en fait moi ce que je dis aussi toujours à mes étudiants, c'est que oui, il faut lire les 50 biographies sur Gabrielle Chanel, il faut lire les 50 biographies sur Yves Saint Laurent parce qu'elles nous apprennent quelque chose de ces personnages-là, mais il faut les prendre avec des pincettes, il faut savoir, c'est la question de toute démarche historique. Qui parle et de où, et peut-être interroger aussi cette démultiplication, être capable de situer des niveaux de discours et voilà les biais qu'on connaît propres au genre autobiographique, c'est-à-dire on est les premiers, on est les meilleurs, on est les plus beaux, voilà. Donc j'ai envie de dire que c'est quelque chose que la discipline se trimballe, c'est pas une belle image, mais en fait dès le début c'était, si je puis dire, pas mal barré, mais en fait c'est la spécificité de cette histoire. Peut-être qu'en histoire de la peinture et de la sculpture, voilà, il y avait un discours académique, scientifique plus élevé, mais en fait les gens qui font des vêtements, les gens qui font des accessoires, ils ont dû se dire à un moment donné, eh bien personne s'intéresse, enfin personne, je force un petit peu le trait, hein, mais on va le faire nous-mêmes, avec voilà les défauts que ça provoque. Non, juste pour prolonger ce que tu dis, absolument d'accord. Les premières expositions dans les expos universelles, notamment les musées, ce qu'on appelait les musées rétrospectifs, qui étaient des musées commerciaux rétrospectifs, offraient aussi un regard très important sur la partie technique, sur les tissus, sur toutes les machines, la machinerie de la production. Et c'est marrant, ça on l'a perdu à partir du moment où quand même où les maisons ont pensé une forme de communication et où on n'était plus dans une logique de patrimoine et d'écriture, on va dire, interne. Mais c'est pour prolonger aussi ce que tu dis, il nous arrive, nous, de récupérer des fonds d'archives, de maisons qui ferment, de choses comme ça. C'est très frappant de voir comment les ouvrières, les ouvriers, les couturiers, en interne, eux-mêmes ont s'écrivent des histoires de leur maison, collecté des archives, et c'est souvent par eux que passe cette patrimonialisation. Oui, des identités de métier en fait qui se réfléchissent, et voilà, c'est tout à fait fascinant, je trouve, à étudier.
Alors, il y a une exposition évidemment toute récente qui a fait beaucoup parler, on l'a déjà cité, c'est Louvre Couture, donc au sein des 8000 m² du département des objets d'art. Donc le Louvre, dont les collections ne contenaient pas les 500 000 pièces pièces de collection du Louvre, n'avaient pas de vêtements, à part quand même 13 manteaux de l'ordre du Saint-Esprit des chevaliers de l'époque d'Henri III. Mais sinon, bon, c'était assez limite pour faire une grande exposition comme ça. Et donc l'exposition faisait venir, je crois, une centaine de silhouettes et de venues. Alors, je crois que c'était surtout des prêts de maisons et de créateurs, maisons de luxe et de créateurs. Olivier Gabet a expliqué, son commissaire a expliqué que c'était aussi, notamment, c'était intéressant ces interviews, notamment pour attirer aussi de nouveaux publics, je pense qu'il faut qu'on en parle, et notamment peut-être aussi dans le département justement des objets d'art qui est un peu moins visité que la Joconde. Et alors qu'est-ce que ça apporte si même effectivement le Louvre s'y met, qu'est-ce que ça apporte à un musée en termes d'image ou de public de s'attaquer, de parler aussi, lui aussi, d'avoir un discours sur la mode? Alors, tout dépend de quel discours. Oui. Et on l'a évoqué un tout petit peu dans nos conversations préalables, mais qu'un musée des Beaux-Arts veuille montrer des vêtements et des accessoires, la première réponse, c'est de dire formidable. C'est super. Après, c'est quel type de discours on porte dessus. Et il y a eu des précédents à cette exposition Louvre Couture où les vêtements ont été introduits dans des collections de beaux-arts, souvent dans des effets assez frappants visuellement. Voilà. Typiquement le cas d'étude le plus emblématique, mais qui a été orchestré par le créateur lui-même de son vivant, c'est la robe Mondrian d'Yves Saint-Laurent à côté du tableau Mondrian que tel et tel musée peut avoir à disposition. Et voilà, on peut se réjouir, on se dit ça y est, l'art et la mode sur une même étagère, c'est formidable. Je conçois l'attrait et la forme en fait de mise à distance que peuvent parfois provoquer notamment des collections d'art moderne pour un public qui se sent peut-être démuni conceptuellement pour comprendre ce qu'est l'abstraction, pour comprendre ce que c'est l'art conceptuel minimal, et que peut-être venir avec un vêtement, c'est une manière d'inviter un public qui, voilà, par définition, on a tous une relation extrêmement directe avec le fait vestimentaire qui nous concerne tous les matins. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez louable de se dire que le vêtement peut permettre de faire venir un public qui potentiellement pourrait se sentir, pas en... Alors, pas forcément pas bienvenu, mais peut-être un peu inquiété ou un peu intimidé peut-être par des collections. Mais à nouveau, moi, la question qui m'importe, c'est quel discours on produit. Qu'est-ce que ça fait de mettre un vêtement à côté d'une œuvre issue des Beaux-Arts ou d'un objet d'art? Oui. Parce qu'effectivement, là, dans cette exposition, ou dans d'autres expositions, c'est souvent des jeux de miroirs, des échanges. Et souvent des rapprochements très formels quand même, comme tu as pris un exemple parlant. Oui, moi j'ai quand même l'impression que ça fonctionne, et moi c'est une dimension de la mode qui me paraît très importante, c'est le fait que ça parle à tout le monde, que ce soit quand même une culture massifiée, et ça à mon avis ça peut être très intéressant, et comme accès à des collections. Bon, le Louvre n'est pas non plus en souffrance de visiteurs et de visitrices, donc je ne sais pas si c'est ça l'enjeu, mais j'ai aussi quand même l'impression que ça procède d'une double décontextualisation, qui est un peu le propre de la machine musée, c'est-à-dire que non seulement le vêtement est sorti de son contexte social, culturel, etc., devient une sorte d'œuvre sur fond blanc, une espèce d'abstraction, et en même temps, il ne sert pas à remettre une œuvre dans un contexte culturel, etc. Parce que on donne le même statut aux deux objets. En fait, finalement, c'est ça qui m'embête le plus, et qui fait un truc d'ailleurs souvent très binaire, un peu ennuyeux, ennuyant. En même temps, mettre un tableau aussi sur un fond blanc, au fond, c'est aussi le décontextualiser de l'église où il a été pris. Tout à fait. Sauf qu'on peut se dire qu'à un moment, certains tableaux ont été produits en étant projetés dans cet espace-là, que beaucoup de vêtements, notamment anciens, n'ont pas du tout été pensés dans ce contexte. Donc, ça n'amène pas du contexte et ça décontextualise un objet. Donc, voilà, je suis pas sûr que... peut-être que c'est une machine qui va s'épuiser assez vite sous cette forme-là.
Et en revanche, comment vous expliquez l'attrait, juste parce qu'effectivement, il y a des chiffres, je les avais notés, je vais les retrouver, des chiffres de visites au musée quand il y a eu des expositions de mode qui sont très importants, au Petit Palais notamment, je crois qu'il y avait eu beaucoup de succès. Comment vous expliquez ça? Alors, est-ce que c'est la fascination pour le chef-d'œuvre, cette fois-ci de mode? Est-ce que c'est au contraire, vous parlez beaucoup de proximité, effectivement, avec le vêtement, puisqu'effectivement, on est tous, on en porte tous, a priori? Oui, je pense que dans ce que disait Émilie, c'est important aussi. Il y a la proximité quotidienne. Il y a aussi que j'ai l'impression que le vêtement dans notre esprit à toutes et tous n'est pas enrobé de textes intimidants, d'une parole intimidante. On en parlait avec Farid il y a quelques années. Et on se disait que c'était en fait vraiment important qu'à la télévision, les commentaires de défilé, je ne sais pas, vous vous rappelez, il y a une quinzaine d'années, soient totalement nuls, quoi. C'était bien en fait, que finalement c'était un bon point, parce que ça ne crée aucune barrière entre nous et les vêtements. Bon. Mais je le crois quand même, c'est-à-dire je pense que les gens je m'inclus totalement dedans, on se présente devant un vêtement dans un musée sans être intimidé par un discours... ce qui est une erreur, hein, mais religieux, ou voilà, on n'a pas l'impression qu'il faut un bagage intimidant, même si par ailleurs il y a toute une construction théorique autour de la mode, mais donc voilà, ça je pense que ça joue sur cette idée que c'est un accès de plein pied, et puis de fait dans les beaux-arts, les arts décoratifs et tout, ça fait quand même partie, la mode, de la pratique la plus populaire. Enfin, tout le monde s'habille, même si on n'a pas un chez-soi où on peut collectionner du design, on s'habille et on va habiller dans la rue. Donc voilà, ça joue aussi évidemment. Et pour rebondir sur ça, je pense aussi que la mode, depuis plusieurs dizaines d'années, véritablement depuis, on va dire, le moment de l'après-guerre, avec cet âge médiatique qui surgit aussi tout début des années 50, c'est qu'en effet, la mode est un phénomène de pop culture, et que les créateurs couturiers, bien souvent en masculin à cette époque-là, sont pleinement rentrés dans une culture de la célébrité. C'est-à-dire qu'un Dior qui fait la couverture de Paris Match, c'est pas parce que toutes les lectrices de Paris Match sont clientes de la couture, c'est parce que tout d'un coup il devient cette figure extrêmement reconnaissable. Et voilà, encore aujourd'hui, je pense qu'un relatif grand public, par les différentes formes de médias qu'on a à disposition, sont à peu près capables, alors en plus si on rajoute les égéries, maisons, etc., de nommer certains des créateurs, les quelques créatrices qui existent, les plus en vue. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi cette proximité qui passe par ces ressorts de la pop culture et cette connaissance partagée, en tout cas je pense au sein notamment d'un contexte français. Voilà, on pourrait demander presque à n'importe qui dans la rue de citer 3 créateurs, et je pense que voilà, 3 créateurs de mode, je ne sais pas si ça fonctionnerait pareil pour 3 architectes par exemple. 3 peintres, pourquoi pas, mais voilà, sur d'autres disciplines artistiques c'est peut-être plus méconnu. Et en parlant de... Oui. Pardon, non, juste pour prolonger ce que tu dis, et en plus c'est une culture vraiment mondialisée. Je pense au public du Louvre, c'est-à-dire le vêtement, oui, et les marques françaises, la mode française est connue, voilà, du visiteur chinois, qatari, etc. Donc voilà, ça je pense que c'est aussi nouveau, ce qui est le cas de quelques œuvres d'art, mais sans doute moins aujourd'hui, quoi. Mais pour revenir, pardon, sur Louvre Couture, justement, je trouve que c'était au département des objets d'art, et ça je pense que c'est quelque chose d'intéressant à souligner. Moi c'est ce qui m'a intéressée aussi dans ce projet, c'est-à-dire que précisément c'était pas répéter comme d'autres musées ont pu le faire, ce parallèle avec les beaux-arts et les arts appliqués que sont les vêtements. C'était de se dire, partir d'un postulat qui est que aujourd'hui, dans cette catégorie des objets d'art qui peut être voilà, un peu obsolète ou désuète, mais finalement voilà, une commode, un chandelier, voilà, tous ces objets très précieux qui ont leur existence et qui, voilà, on le voit au nombre de mètres carrés qui leur sont consacrés, qui ont une histoire extrêmement riche. Finalement, dans cet inventaire des objets d'art, les vêtements ont toute leur place. Et ce qui m'a intéressée, c'était que oui, il y avait des dialogues formels, mais pour rebondir sur ce que Manuel disait précédemment, moi, alors chacun ses biais et ses obsessions, hein, mais j'y ai aussi vu un dialogue technique, c'est-à-dire comment est-ce que fabriquer une armure au XVIe siècle, qu'est-ce que ça veut dire
dire voilà, matériellement, qu'est-ce que ça veut dire symboliquement, et voilà, le regard que ça nous permettait après de porter sur l'une des créations de Demna Gvasalia pour Balenciaga, qui avait fait une armure entre guillemets pour une de ses collections. Je trouvais que ça soulevait, en tout cas il y avait une prise qui était beaucoup plus intéressante à mon sens. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle 1 million de visiteurs sont venus la voir, mais en tout cas je trouve que voilà, pour la postérité, pour ce que ça aura apporté à cette discussion, moi j'ai de la matière, je trouve, à appréhender. Enfin, voilà, je trouve que ça apporte, il y a eu un apport dans cette réflexion grâce à cette expo. Mais à nouveau, c'est peut-être pas la raison de son succès. Et vous parliez de pop culture. En préparant justement ce débat, on a rapidement parlé, le côté moins impressionnant peut-être de la mode. Vous disiez que même dans les séries, finalement, même les séries ont peut-être apporté une... Ah, voilà. Pardon. J'en dis un mot après, là. C'est toi qui l'as mise. Hein. Effectivement, quand on en parlait, les séries ont sans doute ces dernières années participé à cette... Donc ça, c'était juste au Louvre, les deux armures, là, voilà, Balenciaga et une vraie armure. On participait, oui, à la massification, c'est pas péjoratif dans ma bouche, de cette culture. Alors, quelle série, par exemple? On avait pris plusieurs exemples en échangeant, mais non, on parlait de Mad Men, par exemple, ou Babylon Berlin, ou Peaky Blinders. Voilà, des séries qui ont fabriqué des nouvelles tendances, il y a des collections de vêtements et qui ont une vraie influence sur les manières de s'habiller. Donc, il y a des jeux aussi de circulation hors des maisons, et qui sont en même temps de l'ordre de la culture médiatique, comme tu le disais, mais qui se jouent sur d'autres terrains. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est, si on veut, s'intéresser à la mode, y compris à l'histoire de la mode, comme tu l'as dit au début, ça veut dire aussi passer par tous ces filtres et y réfléchir, quoi. C'est-à-dire les expositions, les séries, partout il y a des effets de mode qui se fabriquent. Pour terminer sur la question des publics, donc on dit souvent que les musées essaient justement par la mode de rajeunir leur public, aussi évidemment d'avoir parfois aussi un public avec un fort potentiel de pouvoir d'achat, un fort pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez à Galliera des études, des enquêtes sur qui sont les publics du musée? Est-ce qu'ils sont plus jeunes ou plus diversifiés socialement que dans un musée des Beaux-Arts? C'est une bonne question pour mon responsable des publics que je peux demander demain matin. Non, alors il est vrai que rien qu'en... Alors oui, il y a des études bien sûr, et il est vrai que même d'une exposition à une autre, là par exemple actuellement on a l'exposition Rick Owens qui est une sorte de carte blanche encadrée bien sûr par Alexandre Sanson qui est responsable des collections contemporaines au Palais Galliera, mais dans une exposition dans laquelle le créateur lui-même s'est vraiment investi. Voilà, je pense que la majorité d'entre vous ce soir est familier de son travail, mais c'est un travail qui est assez pointu, dirions-nous, qui représente une posture assez singulière dans une mode contemporaine indépendante, et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Il est vrai que, voilà, en passant tout à l'heure dans l'entrée du musée, dans les couloirs, on voit aussi l'inflexion de ces changements de type de visiteurs, et là on a vraiment un public assez averti qui vient, je dirais pas en pèlerinage, mais voilà. Après, j'ai eu vent que, voilà, dans le réseau Paris Musée, qui est celui qui rassemble les 14 établissements de la ville, il est vrai que le Palais Galliera a certains des chiffres les plus intéressants en termes de public étranger. Donc il y a peut-être aussi, ou en tout cas parmi les plus visités par un public étranger, ça raconte aussi, je pense, cet attrait. J'ose espérer que, voilà, alors je pense pas que c'est le cas, mais qu'entre le musée d'Orsay et la Tour Eiffel, peut-être que c'est une halte appréciée des touristes qui viennent aussi à Paris, voilà, somme toute, voir cet aspect patrimonial aussi. Alors, une fois qu'on met de côté les questions financières, économiques, la possibilité d'avoir des mécènes peut-être plus facilement, ou des dîners de gala aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous voyez ce changement de regard profond, là, vraiment, et sincère des musées et de toute l'institution muséale, donc notamment les musées qui ne sont pas consacrés uniquement à la mode, sur l'objet mode et l'objet vêtement? Comment ça a évolué depuis quelques années, cette prise au sérieux de la mode dans l'institution? Oui, alors,
moi, je répète souvent à mes collègues historiennes et historiens de l'art que pour moi la mode est partout et que personne ne peut ignorer la mode, et qu'à partir du moment où on s'intéresse à des représentations voilà, plastiques, en 3 dimensions, photographiques, de corps vêtus, en fait j'ai envie de dire il était temps qu'on s'en empare pleinement et qu'on s'interroge sur voilà, ce qui est finalement tellement évident. Alors, il me semble que c'était, je ne sais plus quel collègue américaine qui avait consacré un travail à Ingres, c'est peut-être Aline Ribeiro, mais peut-être que je me trompe, qui avait regardé justement le vêtement dans la peinture de Ingres. Elle disait mais en fait heureusement parce que ça représente plus de 70% de la toile, donc là aussi j'ai envie de dire même pour un corps très peu vêtu dans une sculpture antique, en fait ce rapport au textile, ce rapport à cette matérialité qui crée un dialogue tout à fait intéressant avec le corps, voilà, c'est incontournable. Donc moi, à nouveau, je le vois d'un œil tout à fait enthousiaste. J'espère que derrière, voilà, on crée les dispositifs, les cadres de discussion, de réflexion, d'approfondissement, pour précisément pas en rester à la surface, pour interroger la présence, interroger la matérialité, interroger la symbolique de ce vêtement et son inscription dans la société, dans ce système de la mode. Alors on va y revenir, mais justement, ce qui peut aider, c'est aussi la recherche. Et là aussi, enfin, on espère. C'est l'idée. C'est l'idée, c'est ça. Là aussi, le statut de la mode comme objet, alors ça date pas d'hier, hein, mais comme objet d'étude a complètement changé. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux étudiants qui s'y intéressent de plus en plus en histoire de l'art, comme peut-être en histoire tout court, enfin vous allez nous dire d'où ils viennent. Et c'est quoi les thèmes d'études, les angles qui sont peut-être privilégiés aujourd'hui Alors sur les angles, je vais y réfléchir en parlant. Mais oui, alors peut-être commencer par ça. Oui, il y a une nouvelle génération de jeunes chercheuses et chercheurs, et il y en a ici, qui travaillent sur la mode et le vêtement, et sans se poser la question, pour le coup, je pense aujourd'hui, de la légitimité, etc. Et avec une évidence sur le fait que le vêtement est le moyen de s'interroger sur des questions actuelles, y compris quand on travaille sur des périodes anciennes. Voilà, il y a, je pense, quelque chose de très assumé dans le fait de questionner le corps, les identités de genre, voilà, tout un tas de questions qu'on peut, par le vêtement, questionner de façon rétrospective, on va dire. Donc ça c'est évident, c'est très fort et c'est assez structuré. Le fait qu'il y ait cette recherche jeune, c'est assez récent quand même. Après, c'est pas si ancien que cela, la construction d'un champ de recherche. Je ne vais pas vous faire le couplet de ça a été mal vu pendant longtemps, etc. Ou je vais le faire très vite parce que c'est pas passionnant, mais c'est sûr que assez longtemps en histoire, c'était pas si facile de travailler sur la mode, notamment contemporaine du XXe siècle. C'était quand même regardé comme un objet un peu mineur, on va dire, où en gros on interrogeait le vêtement, mais comme un des éléments autour d'un objet. Je sais pas si on travaillait sur la jeunesse d'après-guerre, on regardait les azous et leur transformation, mais voilà, comme objet en soi, c'était pas évident. D'ailleurs, c'est très net qu'une partie des recherches, des bouquins publiés, on va dire dans les années 50, 60, 70, 80, sur ces sujets-là ont été publiés par des gens hors du champ académique, quand même très nettement. Mais j'ai l'impression que, par contre, en France, et c'est une différence par rapport à pas mal d'autres pays, c'est venu, mais je pense que c'est mon prisme aussi, mais c'est quand même venu de l'histoire, en grande partie. Le fait de travailler en gros sur l'histoire de la culture matérielle, beaucoup du XVIIIe siècle d'abord, on peut évidemment parler de Daniel Roche, mais aussi des travaux ensuite comme Dominique Veillon sur la mode sous l'occupation, enfin, donc des gens qui ont pris cette entrée du vêtement comme une manière d'éclairer une période différemment. Mais c'était sous l'angle de la culture, vraiment de la culture matérielle, c'est ce que tu disais Émilie, c'est-à-dire de l'économie, des objets, des bricolages quotidiens, des négociations avec son apparence et ce qui était possible dans une société à un moment donné. Donc c'est beaucoup venu de là, et c'est vrai que quand on a commencé à lancer mode pratique, enfin, mais là c'est vraiment collectif quand je le dis, on s'est dit qu'il y avait d'un côté tout un monde qu'on va appeler anglo-saxon,
anglais et américain, qui développaient des fashion studies avec des revues, et qu'en même temps on s'y retrouvait pas complètement. Il y a un côté un peu ridicule dans ce que je dis, je suis conscient d'un espèce de truc nationaliste comme ça, mais on se disait qu'on s'y retrouvait pas complètement, on retrouvait pas complètement l'histoire sociale et l'histoire de la culture matérielle qui nous intéressait. Et donc voilà, c'était de se dire, est-ce qu'on peut essayer de reconfigurer un peu cette recherche sur l'histoire de la mode et du vêtement. C'est pour ça qu'on a toujours essayé de tenir les deux ensemble, en embarquant avec nous effectivement tout l'héritage de l'histoire de la culture matérielle, quoi. Et alors, les questions plus récentes qui apparaissent dans les thèmes de recherche, la question du genre que vous citiez, la question sociale, la question de l'histoire, est-ce qu'on les retrouve dans les expositions à Galliera ou ailleurs? Est-ce que il y a des tentatives d'en parler, de la montrer, de la révéler aussi dans les expositions par les commissaires? Oui, je pense, pour rebondir sur la question du genre, par exemple, au cours des quelques dernières années, il y a par exemple, alors ça peut paraître un peu un paradoxe, parce qu'il y a bien peu de secteurs où le genre masculin est peu mis en avant, mais finalement, dans l'histoire de la mode, on s'est beaucoup consacré aux parures féminines, et c'est vrai que ces quelques dernières années, il y a eu, voilà, depuis le LACMA, il y a quelques années, qui a consacré à la faveur d'une acquisition assez importante, une première grande exposition qui essayait de resituer cette histoire de la mode masculine assez méconnue, parce qu'avant ça, il n'y avait que l'ouvrage presque de Farid Chenoun qui nous livrait véritablement cette histoire, et c'était bien là aussi, je pense, l'intérêt de Farid, hein, pour un sujet qui n'était pas si évident, qui n'était pas si écrit, qui n'était pas si cohérent pour des lecteurs ou des visiteurs. Donc voilà, au LACMA, je pense récemment au Victorian Albert Museum, il y a eu Fashioning Masculinities, qui s'est interrogé cette fois-ci pas tant à l'histoire de la mode masculine, mais à qu'est-ce que la mode fait aux masculinités, au pluriel. Donc voilà, deux exemples relativement récents. Il y a d'autres projets qu'on va avoir la joie et l'honneur d'accueillir au Palais Galliera. Je n'en dis pas plus parce que sa commissaire est ici même, je lui laisserai en parler si elle le souhaite. Mais précisément, je pense que les renouvellements méthodologiques et les nouveaux élans, voilà, qui traversent aussi l'histoire de l'art, on les retrouve pleinement dans les musées. Un autre exemple qui va être assez intéressant à observer, toujours au V&A à Londres, cette grande exposition sur laquelle on pourrait parler, je pense, des heures Africa Fashion, qui voilà, avait ce geste assez fondateur, assez manifeste de se dire on va consacrer une exposition à la mode du continent africain. Donc pareil, avec un merveilleux défi qui est monumental à l'échelle de ce continent. Elle va bientôt arriver à Paris. Et donc pour rebondir un petit peu sur ce que Manuel dit, comment est-ce que ces questions, alors à la fois postcoloniales, d'identité raciale, comment elles se sont pensées peut-être en Angleterre, dans ce contexte britannique, comment est-ce qu'elles vont être réactivées, repensées dans un musée à Paris, qui est donc le musée du Quai Branly. On a hâte de voir, ça va être assez fascinant. Et ça pose quand même la question, simplement pour prolonger ce que tu dis, de ce qu'on a dans les collections. Effectivement, Marine Kiziel, ici présente, pourra en parler, mais un peu pour tous ces sujets-là, c'est un peu bizarre comme formulation, mais pour tous les sujets, on va dire, actuels, la question des réserves et de ce qu'on peut trouver dans les musées se pose quand même, d'où l'importance de réfléchir à ce qui rentre, de remettre en question continuellement ce qui rentre dans les musées, est-ce qu'on décide de patrimonialiser. Mais voilà, par exemple, on travaille avec des collègues sur une histoire colonial du vêtement, c'est-à-dire vraiment du vêtement colonial, hein, le casque colonial, tout ça. Et en fait, c'est très très difficile d'en trouver dans les musées. On en trouve un peu dans les musées militaires, d'histoire militaire, mais qui sont des tenues militaires. Mais le vêtement civil colonial, par exemple, est quasiment absent voilà, il y a 2-3 trucs qui traînent au Quai Branly. Mais c'est très très dur de les trouver, alors que ça a été une production massive en France, et notamment à Marseille pour on va dire, pour toute l'Afrique et une partie de l'Asie. Mais voilà, c'est juste pour dire aussi c'est des choses qui n'ont pas été collectées nécessairement et qu'il faut arriver à réinventer aussi les sources, y compris se poser la question de est-ce qu'on peut faire des expositions de mode avec peu de vêtements, par exemple. Mais oui. Pardon. C'est vrai
que là, d'une certaine manière, de voir tous les musées des Beaux-Arts qui montent des vêtements, j'aurais presque envie de riposter en disant, mais en fait, une exposition de mode, c'est pas non plus qu'une exposition qui montre des vêtements. Les vêtements sont bien sûr la matérialisation la plus exemplaire du phénomène de mode, mais en réalité, une expo photo, pour moi, c'est aussi une exposition de mode. Une expo de peinture, c'est aussi une exposition de mode. Donc on pourrait aussi, et d'ailleurs le Palais Galliera montre aussi à échéance régulière des expositions alors, de photographes de mode, mais on pourrait pleinement traiter d'un sujet qui n'a pas d'existence matérielle dans les collections, purement avec, et le musée est très riche aussi en collection d'art graphique, en collection de périodiques et bien sûr de photographies. Donc il y a aussi ça, une expo de mode, c'est pas que des beaux vêtements d'ailleurs. Et pardon, mais je pense que c'est d'autant plus important que j'ai l'impression que les questions qui nous intéressent aujourd'hui sont aussi des questions de déplacement, de détournement, d'appropriation, et que ça ne se voit pas nécessairement sur l'objet seul. Voilà, je vais prendre mon petit exemple. Je travaille sur les appropriations du vêtement européen, on va dire du costume-cravate en Afrique centrale. J'ai pas d'objet. Mais même si j'en avais, en fait, ça ne m'apporterait pas tant de choses que ça, puisque en gros, ce sont des costumes cravates fabriqués en France qui sont appropriés par, en l'occurrence, des Congolais. Et c'est vraiment le geste, le contexte, la manière dont on porte qui fait sens, pas tellement l'objet lui-même. Donc, je suis très attaché à la matérialité, mais il faut arriver à la... Comment dire, il ne faut pas non plus la fétichiser et faire voilà, et oublier qu'elle s'accompagne constamment qu'elle est portée, quoi. C'est une matérialité portée. Et dans la revue critique en 2022, justement, vous m'aviez passé l'introduction et vous parliez le vêtement porté, justement, à quel point voilà, c'était lui qui devait, et qui revenait d'ailleurs au centre de l'attention, hein, c'était pas juste un vœu de votre part, c'était que ça revenait. Et vous disiez, sans le corps qui les anime, les vêtements ne sont que de mornes défroques. Et comment on montre le vêtement animé, alors, comment on pourrait faire, soit dans un travail de recherche, soit au musée, quoi. Donc oui, c'était un numéro dirigé avec Gabriel Smith. Oui, oui, bah, en gros c'était la question. J'ai pas de réponse évidemment, mais ce que tu disais sur la documentation, on partait aussi du constat qu'il y avait quand même plein d'expériences de scénographie, de performance, de présentation on peut penser aux travaux d'Olivier Saillard par exemple, de travaux qui essayaient de penser ça, qui essayaient de penser ce que c'était remettre un vêtement en mouvement, montrer un vêtement, ou des petits musées aussi, on a évoqué mais plus techniques, je pense au musée de la dentelle, enfin c'est un grand musée, mais la dentelle de Calais, où à un moment ils se sont dit qu'il fallait fabriquer des prototypes qu'on allait pouvoir porter, essayer, voilà, donc c'est une réponse parmi d'autres. En tout cas, je pense c'est avoir cette préoccupation-là me paraît assez essentiel pour raconter cette histoire-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a des réponses, et peut-être qu'il y a plein de réponses techniques ou qui seraient que des réponses de gadgets. Ça se trouve, c'est des choses assez simples. Mais voilà. Oui. Il y a un projet moi, qui m'a beaucoup touché, beaucoup inspiré, qui s'appelle Exploding Fashion, qui a commencé comme un très bel exemple de collaboration entre un milieu de la recherche, un milieu aussi technique et les musées, donc qui a été conçu à Londres par des collègues à St. Martin's, donc l'école de mode, avec une historienne Caroline Evans, mais aussi ses collègues au département plus technique de patronage, de coupe, de couture. Et ensuite, ils se sont déplacés dans différents musées, d'ailleurs pas qu'en Angleterre, et ils ont identifié des vêtements ils ont fait des prélèvements, des relevés de patronage pour les reconstituer, et ensuite ils ont travaillé, alors je vais le simplifier, hein, mais avec une danseuse qui a donc une conscience de l'historicité du geste, à qui ils ont montré des documents, alors souvent des films, mais quand il y en avait, des différentes époques. Donc on avait par exemple une robe de Madeleine Vionnet des années 20, une robe Alston des années 70 et une robe Reka Kubo des années 90. Et ensuite, ils ont aussi travaillé avec de la technologie que je serais bien en peine de décrire précisément. Ils ont modélisé en fait les modèles et ça a donné lieu à une exposition au MOMU d'Anvers, un fabuleux musée qui est assez innovant dans ses dispositifs et ses idées d'exposition. Et en fait, le visiteur pouvait voir donc la silhouette statique, mettons la robe Vionnet, que l'on voit de manière très géométrique comme un carré et un rectangle, mais tout d'un coup, grâce à toute la recherche qui avait été faite, on voyait cette même robe s'animer. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que pour moi, Vionnet
qui était ancré dans cette géométrie très hiératique, tout d'un coup c'était quelque chose qui flottait, qui était d'une légèreté incroyable, parce que Vionnet travaillait beaucoup avec des matériaux, des soies très légères. Voilà, là je trouve que c'est une manière de... Voilà, donc c'était un film, une modélisation 3D en fait. Ça peut paraître gadget, mais là précisément, je trouvais que le gadget nous permettait d'avoir en fait une compréhension presque radicalement différente de cet objet, en effet, qui était pas à contre-emploi, mais mannequiné de manière statique, et c'est nécessaire, parce que dans un musée, on ne peut pas faire bouger les vêtements pour des questions évidentes de conservation. Et bien là, le passage par l'image animée était exemplaire. Oui, dans une interview au Monde, vous disiez justement qu'on est passé sur des rétrospectives, souvent les expositions étaient de longues rétrospectives, à un renouvellement des formats, une réinvention de formats. Vous pensiez notamment à cette exposition. Est-ce que vous avez d'autres expositions comme ça où le récit et les formats sont vraiment innovants? Alors, c'est pas pour la faire rougir davantage, mais c'est bien les cacher un petit peu au fond. Mais l'exposition Corps invisible que ma collègue Marine Kiziel a organisée, dont elle était la commissaire au musée Rodin l'année dernière, était pour moi là encore une sorte de parfaite démonstration que, en fait, on n'a pas l'impression que c'est une exposition de mode, et ça l'est pas uniquement, mais ça l'est aussi. Alors, je vais l'expliquer de manière assez concise, et voilà, on pourra me corriger par la suite, mais c'était une enquête autour d'une œuvre, si tant est qu'on puisse, voilà, d'une production en tout cas, de Rodin, autour de ce monument à Balzac, mais qui passait notamment par voilà, un questionnement autour de cette fameuse enveloppe corporelle que l'on voit ici, et là, voilà, ça a permis d'interroger notamment le monde, le métier du tailleur au XIXe siècle. Ça a bien sûr permis d'interroger voilà, l'œuvre de Rodin, parce que voilà, on était au musée Rodin, c'était l'une des missions de ce lieu, et par-delà, ça interrogeait aussi, Marine a proposé une très belle réflexion sur voilà, qui est représenté, qui est mis à l'honneur par des statues hier et aujourd'hui. Voilà, je l'ai résumé de manière assez simpliste. C'était beaucoup plus, enfin je pense que vous êtes nombreuses et nombreux, je l'espère, à l'avoir vu. Mais voilà, typiquement, c'est un exemple, à mon sens, assez vertueux de ce que peut nous amener à penser le vêtement. C'était très ancré dans l'histoire des mentalités, dans le... voilà, oui, comment représenter le corps d'un grand homme, surtout quand il est gros. Enfin, il y avait... Non, mais c'était passionnant. Il y avait aussi beaucoup de sciences sociales. Laure Murat qui était citée, enfin il y avait beaucoup. Alors, sur des expositions justement aussi, est-ce que tu aurais donné le même exemple? Oui, le même exemple. Non, ou alors des expositions aussi qui prennent pas nécessairement la mode en leur centre, mais qui intègrent en tout cas le vêtement comme un des aspects. Je pensais à cette exposition. J'ai un doute sur le titre, donc, mais en gros sur le peuple de Paris qu'il y avait eu à Carnavalet, il y avait une toute petite salle sur les vêtements, mais qui était assez incroyable en fait, à la fois sur des vêtements très ordinaires, le fait que finalement on se rend compte que ces vêtements ordinaires, on arrive quand même à savoir à qui ils ont appartenu, comment ils ont été transmis, etc. Donc voilà, comment dire, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand le vêtement est mobilisé dans des expos pour éclairer une facette du sujet. Là, en l'occurrence, c'était la question du travail, la question du corps, évidemment, mais la question aussi du style chez les ouvriers parisiens, les typographes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de s'habiller comme un ouvrier? Donc voilà, c'est vrai que les exemples, j'aurais pu citer cette exposition-là, mais les exemples qui me viennent à l'esprit sont ceux-là. Après, je sais pas, moi j'ai aussi des expos qui essayent plus de dresser une sorte de tableau d'une période, comme l'expo sur les années 80 aux Arts Déco était une expo de mode, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, qui comme expo de mode fonctionnait très bien. Donc voilà, il faut peut-être se dire finalement avec les exemples qu'on donne que les grandes expos comment dire, autour de grands noms sont effectivement pas nécessairement celles qui explorent le plus des formats et des formes. Bon, on va bientôt passer aux questions avec la salle, mais au début on parlait de presque de quasi-saturation des expos. On s'est demandé aussi si voilà, il n'y avait pas un risque d'agiographie avec l'importance et notamment financière de certaines marques sur certaines institutions.
Mais finalement, là, on voit, plus on parle, plus on voit qu'on est peut-être à un moment, au contraire, où il y a un discours d'historien, de conservateur, d'historien de l'art, qui peut élaborer, enfin c'est déjà largement commencé, un récit autour de la mode, autour du vêtement, complètement autonome et le montrer, le révéler, vraiment le diffuser un maximum auprès de plus grand public. Oui, alors je pense qu'il y a, en effet, chaque année qui passe avec cette cohorte d'étudiants, de jeunes chercheurs, d'étudiants en master, en doctorat, enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment un effet voilà, de montée en puissance, ou en tout cas, c'est peut-être que parce que j'ai la tête dedans, mais moi je me réjouis de voir les salles de classe assez remplies pour les séminaires que je consacre à la question, donc je pense qu'il y a un vrai engouement, c'est pareil. À l'école du Louvre depuis plusieurs années, voilà, à l'étage au-dessus à Paris 4 également. Donc je pense qu'il y a voilà, une masse critique, si je puis dire, d'esprit de jeunes cerveaux assez brillants, mobilisés sur ces questions. Et je pense qu'on est à un moment assez intéressant parce qu'on va voir tous ces esprits voilà, travailler ensemble, on le voit, voilà, le petit instant autopromotion, mais on en a rassemblé certains dans de la même manière qu'on en lit beaucoup dans mode pratique. J'ai eu le plaisir de co-diriger l'année dernière avec Pascal Rousseau ce numéro de la revue Histoire que vous pouvez retrouver entièrement en ligne, et vous pouvez retrouver aussi certains de ces voilà, les auteurs qui ont contribué à ce numéro qui donc s'intitulait Mode Espace Critique. On s'est intéressé à la mode entre 1980 et 2000 avec des éclairages tout à fait intéressants, tout à fait inédits, qui voilà, à nouveau témoignent de ce terreau tout à fait dynamique et de ses envies en fait d'en découdre, sans mauvais jeu de mots, avec une histoire un petit peu convenue, d'aller voir dans ses angles morts. C'est parfois des personnages qu'on croit très bien connaître, mais en fait qu'on redécouvre autrement. Paco Rabanne, Martin Margiela, pour en citer deux sur lesquels ont travaillé des collègues ici. Et parfois aller voir aussi des endroits, des espaces où en fait on pensait pas qu'il y avait de mode, mais en fait la mode était là. Je remercie nos intervenants, je remercie Sonia Faure et je vous remercie d'être venus nombreuses et nombreux ce soir. Je vous invite à venir assister au prochain débat de l'INHA qui aura lieu le jeudi 30 octobre et on se demandera si une réécriture de l'histoire de l'art américain est actuellement en cours. Je vous remercie.